Alors, je pense que le professeur Dumouchel, auquel je vais céder la place dans un court moment, aura des choses à nous dire peut-être sur tout cela. Il est clair que l'exercice du monopole de la violence étatique au cours de la guerre d'Algérie a été mis effectivement en échec d'une certaine manière, puisqu'il y avait cette insurrection, et insurrection qui à un moment, particulièrement en 1956, avait atteint une phase critique. Cependant, moi, je distingue quand même deux phases dans ce conflit. Le premier sous la 4e République jusqu'en 1958. Nous avons affaire à un conflit, à une rébellion et à un État qui fait face à cette rébellion d'une manière lui-même, utilisant lui-même souvent la violence, et sans qu'on puisse dire, comme cela est trop souvent le cas, que l'usage de la torture était généralisé. Je pense qu'il a été utilisé, généralisé, certainement pas. Rappelons encore que si cette méthode a été efficace, particulièrement dans ce que l'on appelle la bataille d'Alger, il y a eu aussi un coût à la fois politique et médiatique. Sous la Ve République et après l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, les choses évoluent. Car si on voit se maintenir la pression militaire sur le FLN et le démantèlement de ces bastions militaires à l'intérieur du pays, et également le système de renseignement intérieur, on verra aussi l'État français désigner de plus en plus souvent dans une catégorie de ses propres citoyens des adversaires qu'il ne va pas hésiter à stigmatiser. Non seulement une partie des Français d'Algérie va être soumise à la répression, et quand je dis une partie, souvent la répression prendra des formes collectives, non seulement à Alger, mais à Oran, bien sûr, et on verra des groupes de Français de plus en plus souvent stigmatisés. Les pieds noirs s'opposant à la politique du général seront eux-mêmes cibles de la violence étatique, et je pense en particulier, bien sûr, à la fusillade du 26 mars à Alger, 26 mars 1962. On se trouve, me semble-t-il, mais peut-être mon collègue aura-t-il un avis différent, il me semble qu'on se trouve devant un État qui, tout en continuant à avoir un ennemi extérieur, se retourne aussi, mais considérant cet ennemi comme de moins en moins dangereux, se retourne aussi contre une partie de la population, contre une partie des citoyens français. Peut-être pourrons-nous avoir des échanges à ce sujet. De même, le refus de protéger les harkis, dont on pouvait craindre qu'ils soient massacrés, s'il n'y en avait rien de très, comment dirais-je, de très étonnant comme perspective, le refus de les protéger, et même dans certains cas l'opposition à ceux qui ont tenté de les protéger, relève aussi, à mon avis, d'un cas semblable. Ce qui nuit beaucoup à la discussion, à la compréhension des phénomènes concernant le terrorisme d'une manière générale et le conflit algérien en particulier, c'est que sans arrêt, la propagande, la politique aussi, avec des objectifs qui ne sont pas toujours simples à analyser de la part du gouvernement français, mais la propagande s'empare souvent de ces événements historiques pour se livrer à des contestations, alors pour se livrer à des affirmations chiffrées qui sont extrêmement contestables et qui contribuent par elles-mêmes à fausser la notion même de ce qu'est le terrorisme, de ce qu'était la guerre d'Algérie. Par exemple, une des façons qu'a le FLN de se donner une légitimité historique, c'est de noircir au maximum les exactions qui ont pu être à tel ou tel moment celles de tel ou tel groupement, ou celles qui ont pu être à tel ou tel moment les bavures de tel ou tel militaire, d'exagérer ces données jusqu'au point de les rendre absurdes. Et je prendrai comme exemple le chiffre de 45 000 morts avancé par le FLN pour les
événements du 8 mai 1945. Il s'agit là de ce que quelqu'un a appelé un chiffre idéologique, c'est-à-dire qui n'est basé sur rien de véritablement sérieux sur le plan historique. Et il est très, comment dirais-je, regrettable que des historiens patentés, que par ailleurs, qui ont droit par ailleurs à un certain respect, aillent également, abondent dans ce travers, dans cette erreur, en reprenant pour les relativiser, pour les réduire, d'autres chiffres qui sont tout aussi arbitraires. J'ai entendu parler, par exemple, de 8000 morts pour le 8 mai 1945, dans les événements de Sétif. 8000, quand j'ai regardé de près sur quoi était basé le chiffre de 8000, je lis un tract diffusé à l'époque par le Parti communiste. Bon, vous comprenez que les bras m'en sont tombés. Historiquement, ça n'a aucune valeur. Historiquement, les chiffres du FLN n'ont aucune valeur. Lorsque le FLN dit que le conflit algérien a fait 1 million de morts, bon, ça n'a strictement aucune valeur non plus. Aucune étude sérieuse par aucun historien, tant soit peu réputé et sérieux, ne valide ces chiffres. Qu'à cela ne tienne, à un certain moment, comme le chiffre de 1 million avait été contesté, le FLN, à un certain moment, en a rajouté 500 000. C'est devenu les 1 500 000. Mais alors, et c'est là qu'il faut faire très attention à la propagande, nous n'étions plus dans le 1 million de morts, mais nous étions dans le 1 500 000 victimes. Alors, victimes, évidemment, c'est plus diffus, confus. Etc. Bon. J'ajoute que visitant récemment l'exposition sur la guerre d'Algérie, car, comme vous le savez, j'habite la région parisienne, visitant au musée de l'armée l'exposition sur la guerre d'Algérie, j'ai vu à un moment qu'on parlait des harkis. L'exposition, je la trouve très mauvaise personnellement, mais on parlait à un moment des harkis, et les 3 historiens, enfin il y en a même 4, qui sont responsables de l'exposition, on dit entre 20 et 30 000 harkis massacrés. Un historien ne peut pas avancer des fourchettes comme ça, parce que là, c'est plus une fourchette, comme dit Gad Elmaleh, c'est un râteau. Hein. Et il y a même mieux encore, hein, parce que ça va de 2500 pour l'armée française jusqu'à je crois que c'est le Moudjahid qui avait parlé de 80 000 morts à un moment. Alors je vous dis, c'est plus des fourchettes. Hein. Bref. Là, 20 000 ou 30 000, les harkis. Bon, ça me paraît, moi, comme il n'y a aucune démonstration à l'appui de ces chiffres, c'est une évaluation parmi d'autres. Bien. Alors, je conclus et je cède la parole à mon collègue. Je rappelle qu'il y a peu de temps, Madame Zohra Drif, qui est, si je ne me trompe pas, l'auteur de l'attentat du Milk Bar, est venue à Marseille. Elle a discuté avec un certain nombre de gens. Et ça, c'est très intéressant. Elle a dit les civils européens n'étaient pas... les Européens en Algérie n'étaient pas de simples civils. Et oui, c'est-à-dire parce que il faut savoir que dans l'Algérie d'aujourd'hui, on vous parle systématiquement. Et alors, il y a des historiens français, c'est malheureusement très triste, y compris à l'exposition dont je parle, qui reprennent ce vocabulaire et qui parlent de colons. Un colon, c'est un agriculteur. Bon, eh bien, eux, ils parlent de colons pour désigner les habitants européens de l'Algérie. Or, ceci n'est pas acceptable. Or, ce n'est pas acceptable, mais ça a été accepté, y compris par des dictionnaires. Si vous regardez, alors je ne voudrais pas porter une accusation avec le risque de me tromper, mais il me semble que c'est dans le Robert, vous verrez qu'au mot colon, il vous dit agriculteur, mais il vous dit aussi habitant européen d'une colonie. Donc, pour Madame Drif, les Européens étaient des colons. Et ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous n'étions pas Européens, nous n'étions pas de simples civils. Ça veut dire que notre présence faisait de nous des occupants. On n'aurait pas dû être là. On n'avait rien à faire là. Donc nous n'étions pas de simples civils. C'est extrêmement dangereux, ce genre de raisonnement.
y compris, alors donc, elle aurait compris, évidemment, les femmes, les enfants, les vieillards, tout ce que nous étions tous des occupants. Bon. Vous vous rappelez, et je pense, la phrase de Camus, actuellement, alors sa phrase est souvent déformée, hein, la phrase exacte était celle-ci à Stockholm. Actuellement, on jette des bombes dans les tramways à Alger. Ma mère peut être dans l'un d'eux. Si c'est cela, la justice, je préfère ma mère. Mais évidemment, pour les gens dont nous parlons, la mère de Camus, c'était aussi... elle faisait partie des colons. Voilà, chers amis, j'espère ne pas avoir été trop long.